Salut tout le monde, bienvenue, 50% Matos épisode 13, podcast dédié au monde de la photo et de la vidéo. Salut Douglas, comment ça va ? Salut Damien, ça va et toi ? Bah écoute, on a des gros problèmes de connexion, mais on va essayer de faire en On sorte a que galéré ça fonctionne. là. On a galéré. Ouais, pour les gens, des fois ça paraît facile tout ça, mais putain, ça se passe jamais. L'envers du décor, il était marrant là. Bref, aujourd'hui au programme, on va voir que Canon annonce une annonce. On va en parler. On va faire un très rapide résumé un peu de ce qui a été annoncé au NAB. C'est un show dédié à la vidéo qui a lieu aux USA. On va voir que Panasonic lance son émission. C'est rare, hein, mais Apple s'est planté. On va parler aussi du salon de la photo qui revient, d'Insta360 qui a vraiment passé une sale semaine qui, je pense, va laisser des traces. On parlera d'une polémique concernant les photos à la maternité. On va parler évidemment du prochain Fujifilm. Évidemment, on va passer par le répondeur. Vous avez été très nombreux à nous laisser beaucoup de messages. On répondra aussi à vos commentaires. Et à la fin de cet épisode, je m'envole au Japon. Je vous expliquerai pourquoi. Et pour rappel, on a mis en place donc un répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser des messages vocaux et je vous ai mis le lien dans la description. Et donc, on commence par Canon. Alors, c'est Canon USA qui a tweeté, je ne sais pas comment on dit maintenant, XC. Nouvelle excitante à l'horizon. Préparez-vous, la semaine prochaine, vous aurez des annonces de la part de la team Canon. Donc, tiens, ça nous rappelle un truc, ça. Bah oui, ça rappelle évidemment ce qu'ils avaient fait avec le Canon R3. Pour rappel, lorsqu'ils ont annoncé le Canon R3, moi j'ai regardé un peu la chronologie, mais ils avaient commencé un teaser genre au mois d'avril. Ensuite, on avait eu un teaser au mois de juin. Ensuite, on avait eu l'annonce globale du produit fin août, début septembre. Et le produit était arrivé dans les boutiques qu'au mois de novembre. Donc juste pour dire, c'est pas parce qu'ils commencent à annoncer quelque chose qu'il y a quelque chose qui va sortir là immédiatement. Je pense qu'ils vont continuer à faire ce teasing-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent annoncer ? On attend le Canon R5 Mark II. On ne sait pas du tout s'il est prévu, s'il arrive tout de suite ou pas. Mais en tout cas, on l'attend. On attend aussi le Canon R1. Ça, par contre, Canon a suggéré plusieurs fois que le Canon R1, c'était bien pour cette année. Donc ça, pour le coup, on l'attend pour cette année. Mais là, encore une fois, on ne sait pas à quel timing exactement il va arriver. C'est une année JO en plus, là, pour le coup. Ouais, c'est une année JO, donc on ne sait pas, est-ce que ça arrive avant, après, les gens sont parfois un peu déçus, ils pensaient que ça arriverait plus tôt. Mais là, pour les JO, c'est presque demain, on voit que la flamme est arrivée là, c'est les JO, ça commence à être tard là pour les JO. Ouais, après, est-ce que le produit sera pas là en mode un peu fantôme, présent auprès des photographes de presse, d'agences, etc., et pas encore annoncé, justement pour tester, pour une annonce plutôt à la rentrée, c'est possible aussi, hein. Et après, on s'emballe, ça peut être des objectifs aussi. En tout cas, a priori, ça va bouger chez Canon, clairement. Je pense que ça va bouger soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais là, vu l'annonce, ça va bouger. Ouais, j'aime bien la stratégie de Canon, ça fait plusieurs années qu'ils la font maintenant. Tu sens t'as l'impression qu'ils ont envie de, entre guillemets, de retenir quand même les aficionados Canon qui attendent avec impatience, le R5 II, R1, etc. Et tu sens par ces teasings-là, annonces de développement, etc. C'était des choses qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Il y a besoin à un moment donné d'informer les gens de la stratégie et d'une future annonce produit pour un peu les tenir un peu en haleine et les garder parce que il y a une telle concurrence sur le marché aujourd'hui, Nikon, Sony, etc., que les gens, par rapport à, je parle il y a 10-15 ans, font beaucoup plus facilement un switch qu'ils ne le faisaient avant parce que ça va très très vite. On va parler de Viltrox. Viltrox qui nous annonce 7 optiques à venir en monture E. C'est incroyable là, c'est industriel, la vitesse à laquelle ils arrivent à aller dans le développement d'optiques. Là, ils nous annoncent 7 optiques, une gamme en 1.4, une gamme complète en 1.2. Et c'est vrai que c'est rare de voir des fabricants qui vont aussi bien sur le 1.4 et sur le 1.2 en même temps. Ouais, bon, il y a un bémol, c'est que pour l'instant, ils font surtout des focales fixes. Que je pense que là où Sigma est fort, c'est sur du 24-70, du 70-200, du 150-600. Tout ça, Viltrox, c'est complètement absent. Donc, clairement, il y a encore un step à faire. D'ailleurs, on parle de Sigma. Ils ont teasé sur une annonce, le 16 mai, annonce produit. Ah ouais, je pense que là, pour le coup, on est sur un objectif qui va être très attendu. Les rumeurs parlent de choses très, très intéressantes. On verra si ça se confirme. Bon, allez, on enchaîne sur le NAB. Alors, je sais pas comment le dire, NAB. Bref, la version 2024, c'est un salon qui a lieu aux États-Unis, qui est dédié principalement, là, pour le coup, au monde de la vidéo. Donc, on va passer en revue très rapidement les annonces, juste pour que vous soyez au courant. Blackmagic a annoncé 2 caméras. Ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont annoncé, Blackmagic, donc ils l'ont appelé ça la Pixie 6K, c'est que en fait, ils viennent concurrencer Red. C'est-à-dire que la forme du boîtier Blackmagic est passée d'un boîtier traditionnel photo, comme tous les autres, à un espèce de cube
qui est exactement la forme des caméras RED dont on parle beaucoup dernièrement. Sauf que Blackmagic fait du Blackmagic, c'est-à-dire qu'il casse les prix. Là où une caméra RED est à 8 000, 10 000 euros, et déjà c'est pas très cher par rapport à des équivalents plus haut de gamme, ici on est à 2 725 euros. Et on est sur un capteur 6K. L'avantage de cette forme carrée, c'est que vous avez, en termes de connectique, vous avez beaucoup de choses qu'on n'a pas sur un boîtier traditionnel. Donc là, clairement, vous avez une connectique XLR, vous avez une connectique qui va vous permettre de prendre tout ce qui est timecode au niveau de l'alimentation électrique, au niveau des micros, au niveau des ports SDI qui sont directement inclus sur le boîtier, au niveau de la manière d'alimenter en termes de batterie. Évidemment, c'est du stockage CF Express ici dans ce cas-là. Énormément de pas de vie pour accessoiriser le bloc caméra. Donc, on est sur quelque chose pour 2 725 euros avec un capteur 6K. Petite précision, là, on est sur le site de Blackmagic, c'est 2 725 euros hors taxe. C'est-à-dire qu'en France, le produit en TTC, il est vendu aux alentours des 3002, mais ce qui reste extrêmement peu cher, effectivement, par rapport à RED. Et il y a une deuxième version qui, elle, cette fois-ci, est à un prix beaucoup plus cher, puisque là, je crois qu'on est dans les 10 000, 12 000 euros, quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur une caméra qualité ciné. Donc, encore une fois, c'est un prix cassé. Alors ici, on parle de superlatif. C'est un capteur moyen format. Il est capable de produire de la 12K. Je crois que ça va même jusqu'à de la 12K, 120 FPS, quelque chose comme ça. Et quand on réduit la résolution, on a des cadences d'image qui sont encore plus importantes. C'est disponible en monture PL, en monture LPL et en monture EF. Bon, voilà, on va pas s'étendre plus sur ça parce que là, on est vraiment dans de la vraie caméra cinéma. Mais on voit que Blackmagic attaque le marché de la vidéo sur un positionnement très très abordable en termes de prix pour une offre qui est vraiment qualitative. Bon, et puis toujours aux nouveautés du NAB, on a SmallRig qui a annoncé 2 produits en collab avec des créateurs de contenu. Moi, je trouve intéressante la stratégie de SmallRig sur les créations de produits. Là, ils sortent un trépied en carbone à destination des configs caméra un peu plus légères que celles qui existaient auparavant, type FX3, FX6, etc. La collab avec Potato Jet. Donc là, on est sur un trépied carbone qui a la particularité en fait d'avoir une poignée qui va débloquer l'intégralité des jambes en fait du trépied. Et ce qui est intéressant, c'est que là on se retrouve pas comme, en fait c'est un petit peu une inspiration des Satchler Flowtech qui sont des trépieds hyper réputés en vidéo, mais sur lequel en fait on va avoir sur chaque jambe une petite poignée qui va justement libérer le mouvement des jambes. Là on est un petit peu sur ce même système, mais simplement avec une poignée qui a l'air assez ergonomique qu'on voit là sur les vidéos et qui permet très rapidement de déployer son trépied, de l'ajuster, de faire le niveau. Et cette histoire de collab, ils l'ont pas juste fait avec Potato Jet, ils l'ont fait avec 2 autres créateurs. C'est vraiment une stratégie globale de lancer des produits brandés au nom d'un créateur. Il y a un deuxième, c'est une batterie. Alors, je ne vais pas faire des tonnes sur cette batterie-là, mais si j'ai bien compris, c'est une batterie qui est plus compacte et plus légère qu'à l'habituel par rapport à sa capacité, sachant qu'ils ont mis tous les ports qui allaient bien pour qu'elle puisse se connecter et que vous puissiez faire n'importe quoi avec cette batterie-là. Donc voilà, une batterie au nom de Caleb Pike. Et je crois qu'il y avait un 3e kit que j'ai pas repris ici, qui était un kit d'accessoires, une espèce de mallette qui avait rien de particulier dedans. C'était des outils dont on a besoin, mais le fait de les mettre dans une mallette et de les rassembler et de mettre le tag d'un créateur, ça fait un peu du marketing qui probablement fonctionne parce que sinon il le ferait pas. Je trouve là pour le coup effectivement, on a déjà vu typiquement avec Polar Pro et Peter McKinnon avec ces fameux filtres ND, des collabs de ce type-là où on vient mettre le nom d'un créateur, bien évidemment à des fins marketing. Là, moi, ce que je trouve intelligent dans cette stratégie-là chez SmallRig, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie réflexion utilisateur et d'amener vraiment un produit pertinent et novateur en fait sur le marché. Bien évidemment, en plus avec le côté marketing du créateur. Ouais, ce que je sais pas, moi, c'est est-ce que réellement le créateur a mis sa patte sur le produit ou est-ce que c'était un produit que eux ont designé, ils sont venus lui faire un mail. Est-ce que ça t'intéresse de mettre ton nom sur notre produit et de dire que c'est le tien? C'est ce que je veux dire là, j'arrive pas à mesurer quelle est l'influence réelle du créateur sur le produit qu'ils vont vendre. Ou est-ce que c'est juste une étiquette marketing? Ça, je sais pas. Allez, autre annonce au NAB, il y a SanDisk qui a annoncé des cartes SD de 4 Tera. Donc là, clairement, comme dit l'article, il est loin le temps où on faisait des cartes SD de quelques MO. Là maintenant, probablement que sur le marché, dans 2-3 ans, il y aura quasiment plus que des Tera en fait. C'est-à-dire que des cartes à 256 Go et compagnie probablement existeront plus vraiment ou alors à un prix vraiment cassé. Parce que il faut s'adapter à la nouvelle résolution, aux nouvelles cadences de rafale, au nouveau format vidéo. Et qu'aujourd'hui,
c'est des grosses capacités dont on a besoin. Mais on voit que voilà, même sur une petite carte SD qu'on disait morte et qu'on disait finalement terminée par rapport à une CF Express, on arrive encore aujourd'hui à la faire évoluer. Allez, on termine juste rapidement par Rode qui a lancé toute une gamme d'accessoires MagSafe. Donc MagSafe, vous savez, c'est l'aimant qui est derrière les iPhones. Donc ils ont lancé un accessoire qui permet de mettre le Rode Wireless Mic. Donc parce que jusqu'à maintenant, on a ce vieux câble qui pend là, qui est horrible chez Rode. Mais là maintenant, avec l'accessoire, on a quelque chose qui est quand même un peu plus élégant. Et ensuite, ils accessoirisent la caméra iPhone. Donc sous-entendu, une cage qui est MagSafe, sur laquelle vous allez pouvoir mettre des accessoires type lumière et micro. Donc ça va vous permettre finalement, lorsque vous filmez avec un téléphone, d'avoir un écosystème professionnel et d'avoir quelque chose qui est fait pour les vidéastes. Donc là, encore une fois, on voit bien que l'iPhone devient une vraie caméra et donc elle doit s'accessoiriser et s'équiper comme une vraie caméra. Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans cette annonce. C'est le Interview Pro, qui est en fait un micro destiné aux interviews, bien évidemment, plus qualitatif et qui se plug directement à l'écosystème Wireless Go, Wireless Pro. Moi, je trouve ça malin. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois qu'on voit en fait une cage qui va venir s'utiliser uniquement en MagSafe. Je veux pas dire de bêtises, mais moi, c'est la première fois que je le vois. Moi, j'ai jamais vu avant non plus. Voilà. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de système de visserie, il n'y a pas de coque à ajouter. Enfin, c'est simplement, on pose l'iPhone directement dessus et la cage est accrochée. Et on termine la section matos avec Fujifilm aussi, qui a donné rendez-vous le 16 mai, donc la même date que Sigma, pour faire des annonces. Ils font un summit à Sydney, dans lequel on ne sait pas exactement ce qu'ils vont annoncer, mais ils viennent de faire un dernier teasing là ces derniers jours. Et quand on éclaire un peu les images qu'ils ont montrées en teasing, on voit des choses quand même. On voit clairement une molette. Donc on attend un XT50. Donc on voit une molette qui ressemble à une molette qui pourrait être sur un XT50. Et la particularité de cette molette-là, c'est que c'est une molette de simulation de film. Sous-entendu, Fujifilm a vraiment compris la puissance qu'ils avaient avec les simulations de film et toute la différenciation finalement que ça leur donne par rapport aux autres marques, que maintenant, ils vont même mettre une molette pour directement changer et jouer avec les simulations de film, finalement faire des boîtiers qui sont dont l'expérience est aussi basée sur le JPEG. Donc ils le poussent là, ils le poussent leur concept, carrément. Pour moi, c'est du génie. Ils ont raison. Oui. C'est ça qui fait leur marque et c'est ça qui fait que ça se vend. Donc voilà. Après, écoutez, moi, vous lisez les rumeurs là qui a marqué sur Fujifilm Rumeurs. Le reste, j'en sais rien. On parle d'un GFX, on parle de nouvelles optiques. Il y a le kit qui, pour le coup, a déjà été annoncé par Fujifilm, mais on savait pas quand est-ce qu'il sortirait. Donc le 18-55 s'arrête et il est remplacé par un 16-50. Donc ça, c'est top parce que on a un vrai grand angle. Et j'imagine que la qualité optique va être encore meilleure. Donc, hâte de voir cette optique-là. Moi, sachez que je vous ai pas fait... D'ailleurs, a priori, le XT50 ressemblerait à ça. Moi, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. On voit qu'ils ont creusé la molette. On voit qu'il y a un grip un peu plus profond. Et on voit qu'il y a cette fameuse molette de simulation des films. Bon, et pour la petite histoire, moi, j'ai pas pu préparer de vidéo sur les futurs produits. J'avais eu effectivement un lien avec Fujifilm, mais à l'époque, vous savez, quand les marques nous contactent pour tester des produits, en gros, il y a deux parties. Généralement, ça commence par une présentation où ils vous présentent, mais de manière très détaillée, le produit et sur quoi ils ont travaillé, les tests qu'eux, ils ont fait et compagnie. Et quelque part, ça vous donne une orientation sur où est-ce que vous devez axer vos tests et qu'est-ce qui a changé exactement. Et ensuite, évidemment, vous recevez le produit pendant une durée qu'on a définie ensemble qui vous permet de faire le test. Là, ils voulaient bien me proposer le produit. Mais malheureusement, ils n'avaient pas les informations et la présentation complète du produit. Donc en gros, moi, j'avais le produit, mais je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dedans. Et par rapport à mon agenda, ça ne fitait pas. Donc du coup, sur ces annonces-là, je n'ai pas pu faire de vidéo. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un détail, on peut se poser les questions, mais on s'est arrêté au XT30 et puis XT32. Puis là, on passe au XT50. Pas de XT40, c'est marrant. Ouais, moi je pense que c'est la vision petit frère du XT5. D'ailleurs Canon fait ça aussi un peu, de rajouter des zéros comme ça pour baisser en gamme. Et là, a priori, moi j'en sais rien, mais les rumeurs disent que il aurait le même capteur que le XT5. Donc finalement, c'est la même génération d'autofocus, même capteur. Et donc la filiation pour moi est plus évidente entre XT5 et XT50 qu'avec un XT5 et un XT40. On a l'impression que le XT40 est d'une génération inférieure. Donc j'ai l'impression que là, le naming est clair, en fait. Allez, voilà pour ces actus matos. On va faire une petite pause où on se permet toujours de parler de sujets un peu différents. Là, en l'occurrence, c'est Panasonic qui a vraiment cette culture d'essayer de faire les choses un peu différemment par rapport aux autres,
qui a lancé une nouvelle émission. Donc c'est sur leur chaîne, c'est un projet qui est vraiment franco-français. Là pour le coup, le crédit est à mettre à Panasonic France. Donc ils ont travaillé avec Picture Element, qui est la boîte avec laquelle travaille aussi beaucoup IPLN, qui est dirigé par Guillaume Ruchon, qui sont très créatifs, et c'est eux qui ont été en charge un peu de la réalisation de ce concept-là. Donc, même l'imagination du concept. Hein. Je pense qu'ils sont à la réal, mais ils sont même à la création même du jeu et du challenge de A à Z. Ouais. Donc le concept, donc ça s'appelle 4-2-2 challenge, parce que 4-2-2, a priori, ça fait 422 minutes égale 7 heures. Donc en gros, ils ont 7 heures pour réaliser le meilleur court-métrage possible. Bon, après, il y a toute une mécanique qui décide quel est le sujet de ce court-métrage, quelles sont les contraintes à utiliser. Ça réunit des créateurs qu'on connaît bien, puisqu'il y a le copain Maxime de Pile et Face, il y a Alex Jackson, on trouve aussi Benjamin Mollier, et d'autres créateurs qui sont moins sur YouTube, mais qui sont des vrais cinéastes. Hein. Il y a William, qui est un réalisateur de clips. Il y a Enora, qui est très connue à la fois comme actrice et réalisatrice, qui travaille avec Netflix, qui fait des productions de malades. Et désolé pour ceux que j'oublie que j'ai pu en tête, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a du beau monde, et en fait, ils sont réunis dans un château qui est un lieu magnifique, et justement qui donne l'opportunité finalement de tourner dans la cour, de tourner dans les sous-sols, de tourner dans les pièces. Libre à chacun finalement d'inventer un scénario. Et ils ont 7 heures pour réunir le matériel qu'ils veulent. Ils ont une espèce de salle un peu à la Top Chef où ils peuvent prendre n'importe quel objectif, n'importe quelle caméra, n'importe quel accessoire. Le garde-manger de la photo vidéo. Ouais. Bah ouais, c'est ça dont ils vont avoir besoin. Et ensuite, on les suit finalement dans leur création. Et à la fin, il y a un jury qui est représenté. Alors de mémoire, il y a 2 vidéastes et Stéphane Couchou. Donc du coup, ils sont 3 membres du jury à analyser les créations, sachant qu'il y a 3 créations au format vertical et 3 créations au format horizontal. Et à la fin, évidemment, il y a un gagnant que je ne vais pas vous spoiler. Et évidemment, le petit film qu'ils ont produit pendant cette aventure-là est diffusé à la fin. Donc, on voit qu'il y a 3 personnages principaux. Il y en a un, c'est le Joker. Il y en a un, c'est le peintre. Ça, c'est fait par Maxime de Pile et Face. Et il y en a une autre, c'est une danseuse. Donc, on voit comment ils ont dirigé finalement ce personnage-là et comment ils ont créé leur histoire et quel montage ils ont fait. Donc, le concept est vraiment trop bien produit. C'est vraiment quelque chose à voir. On passe une heure très agréable, je trouve. Et moi, perso, c'est le meilleur show, finalement, qui fait appel à des vidéastes que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, clairement, le concept est dingue. J'ai envie de dire, bravo à Panasonic de vouloir innover comme ils le font là, parce que voilà, c'est jamais vu. Puis c'est une initiative française en plus. C'est très qualitatif. Ça fait plaisir en fait de voir ce niveau de prod et ce niveau de qualité sur YouTube, parce que et j'ai vu dans certains commentaires d'ailleurs sous la vidéo des gens qui faisaient référence un petit peu au show qui avait eu lieu sur M6 qui s'appelait La Photo Parfaite, si je dis pas de bêtises, et qui disait que ça rappelle un petit peu ce concept-là, mais mieux fait, plus pertinent, avec de la vraie valeur ajoutée. Et ouais, franchement, on passe un super moment. Je vous invite à aller regarder. Et bravo à Pana, bravo à Picture Element pour ce boulot-là. C'était vraiment top. Après, si on devait rentrer un petit peu plus dans la critique, s'il y avait éventuellement une saison 2 ou un épisode 2, c'est vrai que c'est peut-être un format qui aurait mérité d'être découpé, peut-être en plusieurs épisodes, parce que là, c'est 1 heure, c'est très très riche, il y a énormément de choses à mettre dedans. Et c'est vrai qu'aussi peut-être avoir un petit peu plus d'éléments éducatifs où on comprend, où on a les créateurs qui expliquent pourquoi ils font ça, qui expliquent un petit peu les contraintes. Voilà, c'est les petits détails que je remonterai pour améliorer les prochaines, mais franchement, allez-y, regardez, parce que vous passerez un super moment. Et Panasonic, ils font jamais rien comme les autres. C'est vraiment leur mojo, j'ai l'impression. Donc, ils nous avaient amenés au Japon pour le lancement du S5 II, qui était un peu les premiers à faire un événement de ce calibre-là. Et bon, le Japon, c'est marketing, c'est pas très important. Mais ce qui, moi, m'a marqué dans ce qu'ils ont fait au Japon, c'est qu'ils ont équipé tous les créateurs de matériel Panasonic de façon à être présents auprès des créateurs du monde entier. Et ça, pour moi, c'est un game changer, parce que ils sont passés d'une marque qui était vraiment sous-représentée sur les réseaux, avec un petit voyage qui doit pas leur coûter tant que ça. Je parle au niveau d'une boîte japonaise de cette ampleur-là, qui a autant d'industrie que ça. Et derrière, ça leur permet de relancer complètement une nouvelle tendance ou une nouvelle dynamique qu'ils n'avaient pas du tout. Donc très très malin. Et là, on en parlera, on repart au Japon. Allez, deuxième aparté, et cette fois-ci, ça concerne Apple,
qui a lancé un petit clip qui s'appelle Crush, qui a fait énormément de bruit, je pense beaucoup plus de bruit que ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Concrètement, hein, la symbolique, c'est on met des outils créatifs. Donc, ils ont mis en fait tout ce que contient un iPad. C'est-à-dire qu'ils ont mis des jouets, on voit une peluche d'Angry Bird, on voit des marionnettes, on voit une machine de jeux vidéo, une borne d'arcade, on voit aussi une guitare, on voit un piano. En fait, un appareil photo aussi. Un appareil photo, on voit des objectifs. C'est en fait tous les outils créatifs. Et l'idée, c'est de le mettre ça dans une presse. Et à la fin, la presse termine. Et d'un coup, on voit l'iPad apparaître. Sous-entendu, on a réussi à condenser tout ce savoir-là à l'intérieur d'un iPad qui est l'iPad le plus fin de l'histoire d'Apple. Donc, un produit incroyable et compagnie. Le problème, c'est que ça a mal tourné, cette histoire. Ça a vraiment mal tourné. Parce que, en fait, ça fait polémique. Et Apple s'est même excusé. Et moi, franchement, de mémoire, je me souviens pas d'un moment donné où Apple s'excuse. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très... probablement qu'ils ont été surpris par l'ampleur de la polémique. Et la polémique, en gros, elle vise à dire, en fait, écraser les symboles de la créativité humaine et des réalisations culturelles pour plaire aux créateurs professionnels, c'est sympa. C'est le genre de commentaire qu'il y avait. Le symbolisme consistant à écraser sans discernement de beaux outils créatifs est un choix intéressant. En plus de détruire des instruments de musique et des appareils photo, les vidéos d'Apple présentent plusieurs scènes impliquant la destruction d'objets ayant des qualités humaines. Et certains disent « Jobs n'aurait jamais approuvé ça, cela exprime le mépris des outils et des arts. Je me doute que c'est involontaire, mais c'est de mauvais goût. De nombreux artisans valorisent leurs outils, les musiciens valorisent leurs instruments, les architectes valorisent leurs règles, les peintres valorisent leurs pinceaux et leurs matériaux de peinture plus que la vie elle-même. La vidéo que vous avez présentée, tout en un, ne fera que les dégoûter. Ils ne voudront plus jamais interagir avec votre entreprise. Vos prédécesseurs nous ont montré leurs rêves. Vous nous avez montré nos cauchemars. » Donc voilà, c'est un petit condensé des réactions, mais ça montre à quel point, là, ils ont probablement fait un impair. C'est très, très maladroit, en fait. Autant je peux comprendre d'un côté marketing que Apple a eu envie de montrer le condensé, en fait, que contenait leur nouveau produit, et ça... pas de problème, mais en fait, la grosse problématique, c'est la symbolique de la presse qui vient détruire tous ces outils-là, qui sont pourtant la base, effectivement, de tous les créatifs, en leur disant, voilà, tous vos outils sont morts, on vient tout vous remplacer avec un iPad. Enfin là, par contre, le message, il est catastrophique, effectivement, tu fais bien de le souligner. J'ai pas souvenir non plus d'avoir vu Apple s'excuser, ça montre bien qu'ils ont déraillé. Et moi, ce qui me stupéfait, c'est que, on imagine la taille de la boîte d'Apple et le nombre de gars qui sont là au marketing, etc., qu'à un moment donné, il n'y ait pas un gars qui dise « Attendez, là, ça va peut-être un peu loin, la presse, c'est peut-être pas le meilleur moyen de montrer tout ça », et qu'il n'y a pas eu un warning à un moment de quelqu'un et que ce truc-là, il sorte. C'est lunaire quand même. Alors, Apple a dit... La créativité est notre ADN. C'est incroyablement important pour nous de designer des produits qui, justement, représentent la créativité dans le monde entier. Notre rôle est toujours de célébrer la diversité des moyens de s'exprimer et d'amener de nouveaux outils à la vie tels que l'iPad. On a loupé le coche avec cette vidéo, on a loupé notre objectif et nous sommes désolés. Il faut savoir que Apple a décidé de ne pas faire la promotion de cette publicité sur les réseaux. Et Apple a aussi dit que c'était une publicité qui était destinée à la télé et qu'elle a été annulée. Donc clairement, je pense que la vie de cette publicité-là, c'est fini. Et il faut savoir que c'est une publicité qui a été directement produite par Apple, alors que souvent, Apple a tendance à faire référence à déléguer ce boulot-là à des agences externes. Donc là, ils n'ont même pas quelqu'un d'autre à blâmer, c'est du Apple à 100%. Et les excuses viennent du chef du marketing, directement chez Apple. Donc voilà, c'est un loupé total. Bon, après, le marketing, c'est aussi de faire parler. Et là, pour le coup, je pense qu'il a réussi son objectif. Donc, On dit toujours, parfois, il vaut mieux que les gens parlent en mal de toi, mais qu'ils en parlent. Là, clairement, c'est quelque chose qui a été relié dans le monde entier. Donc, on peut pas dire que c'est 100% loupé. Je pense qu'il y a quand même une part où ça a fait son taf et tout le monde a entendu parler de ces nouveaux iPads. Ce qui était quand même le but à l'origine. Ce qui est involontaire quand même, parce que
parce que sinon, il se serait pas excusé. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment une stratégie de provoquer pour faire parler, jamais de la vie, il ferait un communiqué pour s'excuser. Si là, ils le font, c'est que vraiment, je pense que ça a merdé, quoi. Allez, sans transition, le salon de la photo revient. Donc, ils ont dévoilé leur affiche. La date, c'est du 10 au 13 octobre, toujours à la grande halle de la Villette. Alors voilà, les goûts et les couleurs, hein, l'affiche est scalée. Moi, c'est vrai que je trouve qu'ils peinent un peu à renouveler l'image ou à donner une image du salon de la photo un peu plus moderne. Je trouve que cette affiche, elle fait très rétro, elle fait très ancien. Alors, c'est peut-être l'objectif de l'affiche. Mais c'est vrai que je regardais un peu les dernières affiches de la Photokina où il y avait toujours une très belle esthétique avec des yeux très mis en valeur et des choses vraiment très intéressantes. Là, on est sur quelque chose de très français, quoi, clairement. Après, c'est peut-être le but. Peut-être un peu de mal à se renouveler dans la communication du salon, qui est pourtant un bel événement. Ouais, le salon de la photo, c'est toujours le salon de la photo, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les univers photo-vidéo, ils sont quand même bien fusionnés pour moi. Et ouais, en termes d'image, c'est vrai que ça fait un peu. Après, ça se discute, hein, mais moi personnellement, ça me séduit pas. Il faut trouver un moyen d'inclure mieux la vidéo là-dedans, parce que aujourd'hui la vidéo a pris une part importante. Donc c'est le salon de la photo et de la vidéo. Non, et puis ça va aussi dans le questionnement autour de la nouvelle génération moi j'y suis allé les dernières années. C'est vrai qu'effectivement, on voit pas énormément de jeunes. Et on voit comment font les autres qui se basent souvent sur les créateurs de tous les horizons. Alors ils l'ont fait un tout petit peu l'année dernière avec cette scène live qu'ils ont mis au milieu et ils ont invité des créateurs à venir faire des conférences. C'était un peu un galon d'essai l'année dernière. Moi je trouve que c'est un peu limité malgré tout et que, moi pour y être allé l'année dernière, les créateurs, si vous venir parler une demi-heure gratuitement, venez sur scène gratuitement pendant une demi-heure. Et venez faire le show pour nous. On galérait à accéder un peu avant ou un peu après. On n'avait pas de vestiaire. Franchement, c'était très, très artisanal. Et faire une conférence, c'est bien, mais on peut aussi faire des espèces de rencontres abonnées. Ça peut être des lieux où on peut rencontrer les gens. Mais il n'y a pas d'espace, en fait, en définitive, pour que les créateurs puissent s'intégrer mieux au salon de la photo. Et d'après ce qu'on a vu cette année, c'est presque pire que l'année dernière. Donc, puisque la scène sera beaucoup moins axée créateurs et beaucoup plus partagé avec des marques et avec d'autres événements. Donc, à voir. Moi, je pense qu'il y avait des choses à faire et je suis pas sûr qu'elles ont toutes été faites. Mais bon, on verra bien. De toute façon, moi, j'y serai aussi. Allez, on repart aux États-Unis qui fait la guerre à la Chine. C'est le cas avec DJI dont on parle régulièrement. Mais ça s'arrête pas là, puisque GoPro affirme qu'Insta360 a violé quasiment tous ses brevets. C'est assez simple, en fait. Tous les brevets qui font ce qu'est une action cam. En gros, GoPro dit Insta360 nous les a volés. Donc c'est le cas pour ce qu'ils appellent la super view, donc le fait de voir un écran très très large. C'est le cas aussi pour la stabilisation. C'est le cas pour le fait de garder l'horizon toujours droit. En fait, voilà, franchement, c'est quasiment tout ce qui fait une caméra d'action qui a été challengée ici par GoPro. C'est une affaire qui est sérieuse, qui a été prise en charge au niveau du gouvernement des États-Unis. C'est assez simple. Les enjeux là, c'est que, en gros, GoPro dit les caméras Insta360 doivent être retirées du marché. Ou alors Insta360 doit nous prendre des licences qui, clairement, de toute façon, feront couler Insta360. Donc, clairement, c'est pas une affaire simple. C'est quelque chose qui est arrivé à Apple il y a pas longtemps, dont les Apple Watch et dont certains iPhones ont été retirés de la vente justement pour une question de brevet qu'ils avaient perdu. Donc, on verra où ça mène, mais on a toujours ce fond de on a un Chinois qui se développe, qui vient prendre des parts de marché d'un acteur qui était américain. Il y a un protectionnisme qui est évident du fait de dire on va mettre des bâtons dans les roues un peu à cette entreprise chinoise qui se développe de façon à ce que GoPro, qui est un peu en difficulté, dont les résultats sont pas au beau fixe, puisse s'en sortir un peu mieux. Ouais, c'est clair, c'est une vraie guéguerre qui va même au niveau politique, on l'a vu plusieurs fois. Alors après, là, le contexte, il est un peu différent, parce que là, on a vraiment deux entreprises sur le même segment, même vertical, concurrentes, mais on peut faire bien évidemment le parallèle avec DJI et tous les débats qu'il y a actuellement aux États-Unis pour interdire DJI sur le sol américain. Ça fait aussi lien direct avec un article sur lequel on est tombé cette semaine où l'armée chinoise a été
spotés, on va dire, en train d'utiliser des drones DJI, en l'occurrence des Mavic 3, à destination à des fins militaires en fait. Hein, donc équiper les drones pour des bombardements aériens, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est là où ça fait parler, parce que DJI a toujours confirmé et affirmé que leur produit était destiné à un usage soit de loisirs, soit pour de la création d'images principalement, et jamais à des fins militaires. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a des images qui prouvent le contraire. Donc ça ne fait effectivement qu'enfler un petit peu la polémique autour de ces entreprises chinoises comme DJI ou Insta360 là en l'occurrence. Et c'est vrai que ça pose question. Et la mauvaise semaine d'Insta360 s'est pas arrêtée là, puisqu'ils font face maintenant à une fronde des influenceurs. Ça a été lancé par iPhone Edo, qui travaille très régulièrement avec eux, qui a lancé une vidéo. Insta360 demande aux gens de cacher qu'ils sont sponsorisés, alors je les ai dégagés. Et clairement, ils montrent même des captures d'écran de mails d'Insta360 dans laquelle ils disent est-ce que vous seriez confortable avec le fait de présenter notre produit, mais sans mentionner qu'on est le sponsor. Et il détaille tout ça. Évidemment, il est rémunéré pour ces vidéos-là, mais en gros, Insta360 dit nous, on aimerait que tu le mentionnes pas trop, quoi. Ou alors, tu dis que tu es sponsorisé, tu dis que cette vidéo est sponsorisée, mais tu dis pas par qui. Donc, tu dis pas que c'est Insta360 qui a sponsorisé cette vidéo. Bref, c'est des comportements ambigus et c'est des choses qui sont évidemment dangereuses parce que là, en l'occurrence, ça se retourne vraiment contre eux. Donc, la vidéo a fait le tour d'un peu du microcosme des créateurs. 73 000 vues, c'est pas non plus la folie. Mais le problème, c'est que derrière, on va retrouver énormément d'autres gros influenceurs. Donc, vous allez voir Camera Conspiracies, vous allez voir iJustine, vous allez voir Tony and Chelsea. Et en fait, vous allez voir énormément d'autres créateurs qui travaillent avec Insta360. Et cette affaire-là, forcément, elle est partie en vrille avec d'autres gens qui ont carrément retiré leur vidéo de la X4 en disant « oui, moi, effectivement, j'ai accepté, mais... » Ouais, non, c'était scandaleux, finalement, maintenant je retire ma vidéo. Donc certains qui avaient publié leur vidéo, qui ont fait amende honorable en disant non, je ne la publie plus. Et clairement, ils se sont retrouvés un peu piégés par tout ça. Alors Insta360 dit oui, mais désolé, c'était une erreur interne, il y a quelqu'un qui n'avait pas les bonnes consignes et qui demandait des choses qui n'étaient pas normales. On travaille avec 1500 créateurs dans le monde, ça, en gros, c'est un problème qui concerne entre 15 et 30 créateurs. Vraiment, on est désolé, mais de toute façon, on fait des bons produits, on va s'améliorer. Bon, voilà. Ils sont pris la main dans le sac et ils savent plus exactement comment se défendre. Mais c'est vrai que ça pose un peu la question de est-ce que c'est quelque chose que seul Insta360 fait? Est-ce que d'autres marques demandent ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des créateurs qui acceptent? Et forcément, ça démarre une petite chasse aux sorcières de qui fait quoi. Ouais, il faut saluer le courage de l'iPhone Edo de prendre la parole comme ça ouvertement et de raconter son histoire, parce que du coup, grâce à ça, effectivement, dans les commentaires, on voit des gros créateurs qui donnent des exemples similaires ou qui eux aussi confirment, etc., alors qu'ils ne l'avaient pas forcément fait d'eux-mêmes. Donc, c'est bravo à lui. Bon, voilà, en France, on a un cadre où on est obligé de mettre collaboration commerciale quand on est sponsorisé. C'est un peu plus clair qu'aux États-Unis où, de manière légale, on a des obligations. Après, on va pas se mentir, j'ai pas l'impression que grand monde les respecte. Et clairement, le collaboration commerciale, je le vois très peu souvent. Parfois, on se contente de cocher la case « ce contenu est sponsorisé » qui normalement est pas suffisant. Et le problème de cette case-là, c'est « cet contenu est sponsorisé, mais par qui ?» Est-ce qu'il est sponsorisé par Artlist parce qu'il y a 1 minute d'artiste au milieu? Ou est-ce que, par exemple, on est sur un contenu qui est sponsorisé par Panasonic, Sony, Canon? Et en fait, on ne dit pas exactement que c'est eux qui le sponsorisent. Donc la case, elle est toujours un peu ambiguë. Mais clairement, en France, théoriquement, il y a un cadre légal. Et donc, vous avez été plusieurs à poser des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on reçoit un brief des marques? Les marques chinoises, oui, toujours. C'est-à-dire que quand DJI, Insta360 ou même Case ou Freewell, toutes ces marques qui n'ont pas de vraie représentation en France, clairement, le produit arrive toujours avec un PDF de 20 ou 30 pages qui vous dit précisément tout ce qu'il y a dans le produit, tout ce que vous devriez tester, mais aussi tout ce que vous ne devriez pas tester. Typiquement, pour la X4, ils vont vous dire « Bah oui, mais si vous faites des tests en basse luminosité, vous ne mettez pas en 8K. » Ils ne vous disent pas de ne pas tester la basse luminosité, ils vous disent juste « Soyez intelligent et on ne va pas se mettre en 8K pour faire de la basse luminosité. » Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que en vrai, je trouve ça un peu débile. Pour faire de la basse luminosité, on va se mettre en 4K ou en 5K.
mais on va pas aller chercher de la 8K. Et c'est le cas un peu avec n'importe quel matériel. Il faut les utiliser dans les meilleures configurations en fonction des conditions dans lesquelles on est. C'est pas le cas, par contre, de Sony, Canon, Nikon, Sigma, Tamron, Fujifilm et compagnie. Il n'y a pas de brief comme ça. C'est-à-dire que c'est des marques qui se contentent de vous dire, voilà, la présentation complète du produit, qui vous présente évidemment en détail le produit sur lequel vous allez travailler, mais à aucun moment il y a la moindre forme de consigne ou de choses que vous devez dire ou pas dire. C'est un peu différent avec les marques asiatiques qui clairement, là on le voit avec Insta360, est capable même de dire ça, il vaudrait mieux que tu le dises pas. Donc voilà, tout ça pour dire, ça c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, notamment concernant DJI. C'est clairement quelque chose où il faut faire attention avec toutes ces marques asiatiques. Elles peuvent vite être tentées de détourner votre contenu. Et est-ce qu'on m'a déjà proposé, moi, de cacher un sponsoring ? Non, pour la simple raison que je n'ai jamais accepté aucun sponsoring de ces marques-là. J'ai jamais reçu un chèque de DJI, j'ai jamais reçu un chèque de Insta360, ni de Case, ni de Freewell. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où je leur propose de toute façon pas de me sponsoriser, ou je leur demande pas de me sponsoriser, j'arrive pas à le dire, clairement le problème se pose pas en définitive. Je prends le produit, j'en fais ce que je veux, et moi je vous le dis honnêtement, ces marques-là, demain elles travaillent avec nous, elles travaillent pas avec nous, ça change rien du tout à ma vie. Donc ça serait pas un problème. Donc voilà, mais effectivement c'est toujours une question un peu tricky de les sponsoring et compagnie. Je pense que le plus simple c'est tout simplement de l'assumer. Et aujourd'hui, c'est normal que son travail soit rémunéré. Moi, je suis pas choqué que des créateurs se fassent rémunérer pour travailler. Ça me paraît tout ce qu'il y a de plus banal, en fait. Après, évidemment, ne pas l'annoncer ou le cacher d'une manière ou d'une autre, c'est une autre question. Allez, on enchaîne avec un article du Parisien. À la maternité, des photos au forceps. Donc là, c'est clairement le Parisien qui épingle une entreprise qui est a priori quasi leader sur le secteur, qui s'appelle Baby Vista. Dans laquelle, a priori, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les clichés de nouveau-nés. Donc, clairement, la manière dont ça se passe, c'est des entreprises qui ont des contrats avec les maternités. Probablement que les maternités prennent une commission, évidemment. 1 ou 2 jours après l'accouchement, vous avez un photographe qui rentre dans la chambre. « Bonjour, je viens faire des photos de votre nouveau-né. » « Oh, vous inquiétez pas, je vais vous faire des photos. » Et le prix annoncé est pas incroyable de base, d'après ce que j'ai compris. On parle de 50, 100 euros. On reste vague sur le prix en disant que vous inquiétez pas, de toute façon, c'est un commercial qui viendra après quand vous aurez les photos. Et on fait les photos assez rapidement, d'après ce que j'ai lu. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est... En fait, au début, on voit pas les photos, on voit pas le prix. Et la manière dont c'est fait, c'est qu'on prend les coordonnées de façon à fixer un rendez-vous qui a lieu au domicile, cette fois-ci, et plus à la maternité. Et quand le mec arrive au domicile, il arrive avec une pléiade de produits. Donc, il arrive avec les photos, avec des albums, avec des mugs, avec énormément de choses. Et ce qui est dénoncé, c'est que là où avant, on parlait de 50, 100 euros, là, il arrive avec du 600, 700, 800 euros. Et des packages entiers de produits dérivés qui sont déjà prêts avec les photos du bébé. Et il leur est reproché aussi un espèce de... Ah, mais vous êtes sûr ? Ah, mais ça, si vous prenez pas ça, quand même, vous allez le regretter. Un espèce d'attitude où on les culpabilise de dire... Ouais. Vous prenez pas les photos, vous risquez ensuite de le regretter. Et on vous met devant tous ces produits qui ont déjà été imprimés, qui sont prêts finalement, qui sont déjà chez vous, pour lesquels vous avez juste à payer pour pouvoir les garder. Et cette attitude-là de dire, on rentre dans la chambre à la base, sans y avoir été invité, quelque part un peu en s'imposant, en disant, moi je suis juste le photographe de la maternité, je viens vous faire quelques photos, et un espèce de discours un peu gonflé, on s'impose et tout de suite on met l'appareil photo devant le visage du nouveau-né sans vraiment demander son avis, et ensuite toute la cinétique jusqu'à la culpabilisation chez soi avec les produits qui sont déjà imprimés face à un prix qui a triple ou quadruplé par rapport à ce qu'on s'attendait au départ. Tout ça fait polémique. Et les méthodes de l'agence ont été dénoncées dans un article donc, du Parisien. Après, évidemment, ils se défendent. Ils disent que ils font 150 000 reportages par an, qu'ils ont un taux de satisfaction de 99%, et voilà, il faut pas croire tout ce qu'on lit et compagnie.
mais Ouais, ça c'est fait des bien larmes. rodé, hein. Enfin, je suis papa, tu l'es aussi, moi plus récemment. C'est vrai que c'est bien rodé leur truc et c'est à la limite parfois même malsain. C'est-à-dire effectivement tu sens qu'il y a toute cette mécanique commerciale d'utilisation aussi des émotions des nouveaux parents qui sont là, qui sont euphoriques, qui sont encore sur leur petit nuage parce que voilà ils viennent d'avoir un heureux événement et tu sens que il y a cette corde sensible sur laquelle ils jouent bah déjà pour rentrer en se présentant à première vue parfois comme le photographe de la maternité, ce qui effectivement n'est pas le cas, bah de d'être un peu insistant en fait pour faire ce shooting là. Et effectivement le pire derrière c'est toute la partie commerciale où moi ce qui me gêne beaucoup plus c'est le parti de d'arriver chez les clients entre guillemets en question avec déjà des éléments imprimés en fait du bébé. C'est-à-dire que tu as ton bébé qui vient de naître et t'as un commercial qui vient chez toi avec des albums, des mugs, t'as rien demandé. C'est très très limite pour le coup. Ouais. Et évidemment, la maternité, a priori, prendrait environ 10% des recettes. Donc, elle est aussi, elle y tire aussi un bénéfice, quoi. Donc voilà, écoutez, je voulais juste vous relayer le fait qu'il y avait eu cette polémique-là dans le monde de la photo des maternités, sans probablement qu'il y ait des choses à faire. Après, c'est subjectif, hein, mais beaucoup disent les photos sont pas terribles. Ouais, Il faut voir aussi le niveau des. Il faut voir aussi le niveau des photographes qui vont là-dedans, qui sont probablement pas des photographes de renom. Moi, enfin bref, je connais c'est à la très bien chaîne. les Hein. Center Non, non, Park. non, mais Ouais, c'est à la chaîne. Hein. Tu sens que qui sont là pour faire du volume. C'est vraiment une logique commerciale. Et effectivement, je suis convaincu que les photos qui sortent sont loin d'être les plus jolies et les plus artistiques. Et effectivement, je pense que derrière, après coup, il vaut peut-être mieux voilà, prendre un rendez-vous avec un vrai photographe de naissance qui viendra à domicile, qui vous conseillera, qui prendra le temps de faire quelque chose de qualitatif et pas forcément dans un environnement où c'est dans la chambre. Voilà, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas idéal. prenez rendez-vous avec Émilie Zangarelli. Et Bah voilà, vous allez avoir un truc bien. tu me l'enlèves de la bouche, ouais, effectivement. Allez, on passe au répondeur. Énormément de messages et c'est l'heure de vous répondre. Bonjour Damien, bonjour Douglas, je suis Luc, j'ai 54 ans, je viens d'acheter un kit Nikon, tout un set Nikon ZF Z8 avec des objectifs, en suivant tous les conseils que j'ai pu acquérir avec la chaîne de Damien. Et je confirme que le staff d'IPLN est vraiment génial. Sinon, je voulais savoir, Damien, moi je suis une de tes formations sur la photo parce que je sors de l'argentique. Moi, j'ai 54 ans, il y a longtemps j'ai plus fait de photo. Et maintenant, je voulais savoir si tu envisageais de faire des masterclass sur les Nikon Z8, Nikon ZF, parce que les menus, je t'avoue que c'est quelque chose, ça peut faire un peu peur. Moi qui venais de l'argentique, j'avais 3 boutons sur mes boîtiers, mes vieux Zénith et mes vieux Panasonic de l'époque. Et voilà, je voulais savoir si tu envisageais ça. Je sais qu'il y en a chez Nikon, il y a des choses. J'ai vu chez Nikon France, mais je préférerais faire profiter quelqu'un comme toi. Eh ben merci Luc. Hein. Merci. Je commence. Merci beaucoup parce que je me souviens très très bien de toi. Si je dis pas de bêtises, c'est moi que. Enfin, en tout cas, tu avais vu avec l'un des conseillers à la boutique et du coup voilà, tu t'avais fait plaisir avec un joli équipement de Nikon et j'étais venu te saluer. Je t'avais fait visiter un peu le magasin. On a bu un petit café. Je m'en souviens très bien. Donc je me souviens très bien de toi. Merci pour ces retours là. Ouais, merci beaucoup pour les compliments, Luc. Alors, pour les masterclass Nikon, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Je me sentais pas assez légitime jusqu'à maintenant. Là, maintenant, ça commence à faire quelques années que j'utilise des caméras Nikon tous les mois. Je commence à en avoir vu passer un paquet. Je me sens plus à l'aise dans les menus. Donc, pourquoi pas? Généralement, le premier modèle, moi, que j'adresse, c'est plutôt le milieu de gamme. Le milieu de gamme chez Nikon, ça sera un Z6 III. Donc en plus le Z6 III, on peut imaginer qu'il va pas tarder à arriver. Donc pourquoi pas se lancer sur un Z6 III. Sachez que on a Adrien Coquel de Pose Nature qui propose déjà des produits et des masterclass autour des menus Nikon. Donc lui, Z8, c'est Z9, un spécialiste. Ouais, lui c'est un spécialiste parce qu'il utilise très bien, il utilise Nikon depuis toujours, donc il les connaît bien. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait en attendant. Sur IPLN Academy d'ailleurs aussi, hein, les formations sont en vente directement. J'ai 2 questions autour de Fujifilm. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir qu'il y ait un X-T5S un jour?
donc le XH2S, mais avec l'ergonomie du XT5. Et deuxième question, Fujifilm a tendance maintenant à utiliser son capteur de 40 millions de pixels. Est-ce que vous pensez qu'ils vont développer d'autres capteurs moins résolus, mais plus performants, vitesse, en basse lumière? Merci Maël. C'est des questions pas faciles tout ça, hein. Moi, je pense qu'un XT5S, là maintenant, c'est trop tard et je pense que si c'était prévu, on le saurait. Donc probablement que c'était pas prévu. Après, un capteur empilé en gros, un Fujifilm très rapide dans un corps de XT5, oui, évidemment, ça serait une bonne idée. Et moi, j'ai toujours appelé ça de mes voeux, mais j'y crois pas beaucoup. J'ai l'impression que dans leur stratégie, là, c'est assez clair maintenant. Et le XT5S, son rôle, c'est d'être un appareil photo plutôt lent, plutôt posé. Et c'est un peu à l'inverse d'un capteur empilé. Après, bon, il n'y a rien qui les empêche de le faire, évidemment. Et développer un capteur moins résolu, ça, j'en entends souvent parler, hein. Le capteur de 40 millions de pixels sur un capteur APS-C, c'est quand même... ça tire les limites. Et la montée en ISO, vraiment, en prend un coup. Donc, après, certains diront non, mais c'est suffisant, peut-être. Moi, j'ai jamais été un énorme fan de ce capteur 40 millions de pixels. Moi j'espère, hein, qu'ils vont pas. Pour l'instant, ça leur manque. Ils mettent du 40 millions de pixels à tout le monde, probablement à un futur XT50. Là, c'est vrai que un vrai capteur nouveau d'une résolution moins définie, c'est quelque chose qui manque. Mais bon, on verra bien ce qu'ils proposent. J'avais une petite question pour toi. Je vois que tu n'as jamais parlé du Sony ZV-E1. Tu as parlé du Sony ZV-1 de mémoire, mais ZV-E10, pardon. Et je voulais savoir pourquoi, en fait. Est-ce que tu estimes qu'il n'est pas intéressant du tout, ou est-ce que tu n'as pas eu le temps, tout simplement? Salut Sylvain, merci pour ton message. Alors le ZV-E1 à l'époque, moi j'avais pas eu l'occasion de pouvoir le tester lorsque Sony l'a annoncé. Donc effectivement, j'avais pas fait mon test à moi, mais j'avais fait une vidéo résumée de tous les avis de tous les autres. Donc pour l'instant, effectivement, c'est la seule vidéo que j'ai sur le ZV-E1. C'est un produit que j'ai acheté d'ailleurs à Douglas, qui est actuellement dans mon studio, donc qui marche très très bien, que j'ai utilisé là dernièrement pour des problèmes de piscine, pour rentrer dans des affaires perso, mais il a passé 4 jours à l'intérieur au-dessus de ma piscine, un ras de ma piscine, en train de mesurer le niveau d'eau 24 heures sur 24, 7/7 pendant 4 jours, alimenté par une batterie EcoFlow, pour la petite histoire, et il n'a pas surchauffé. Et il chauffait pas justement, mais il filmait comme ça pendant 4 jours. Donc autant dire que j'ai l'impression que ces affaires de chauffe ont été quand même plus ou moins réglées sur ce modèle-là, que c'est pas si impactant que ça. Et moi, personnellement, pour l'utilisation que j'en fais, c'est un super boîtier. Je regrette juste un peu l'ergonomie. Ça manque un peu de molette, ça manque un peu... Je me souviens plus s'il y a le joystick. Il y a le joystick sur le ZV-1 ? Non. Il n'y a pas de joystick, il n'y a qu'un seul port. Ouais. Il n'y a pas le joystick. Par contre, moi, je suis assez d'accord avec Sylvain. Je trouve que c'est un produit dont on a trop peu parlé. Je trouve que dès le départ, il y a d'ailleurs eu une erreur marketing de la part de Sony de l'appeler ZV. Ce produit-là, ils l'ont orienté vlogging directement, alors qu'en fait, c'est un produit qui peut même être destiné à de la prod, hein, parce que c'est un mini A7S III. Il bénéficie de toutes les nouveautés Sony, les nouveaux menus, l'écran full orientable, la puce à l'IA, le recadrage intelligent. Il fait du 4K 120 et il est quand même à un prix qui est quand même très abordable. Vraiment super produit. Je voulais savoir si vous aviez un avis, si vous aviez déjà testé les revêtements autocollants qui permettent de personnaliser les boîtiers et les objectifs. Voir si c'était facile à enlever, si ça tenait vraiment dans le temps. Alors je te donne mon avis. Effectivement, c'est intéressant parce que tu peux customiser ton produit comme tu le veux. Moi, je trouve ça esthétiquement, en tout cas, assez sympa. Il y en a des plus jolis que d'autres, mais il y en a qui sont vraiment hyper intéressants. Là, typiquement, celui-là, moi, j'aime beaucoup. Est-ce que ça tient dans le temps ? Oui, parce que moi, on les voit souvent, parfois en occasion, sur des produits qu'on reprend, qui sont équipés de ça. Ça a l'air de bien tenir. C'est assez facile à enlever. Ça ne laisse pas de résidus disgracieux de colle ou autre. Par contre, moi, je mets un gros warning sur la mise en place. Par contre, pour avoir essayé une fois, c'est vraiment... ça arrive dans un kit où il y a énormément de pièces, je pense surtout sur le boîtier. Et c'est vraiment fastidieux à mettre et un peu chiant. Mais sinon, sur le reste, dans le temps, ça a l'air de tenir. Ouais, moi c'est pareil, j'ai la même expérience. J'ai mon copain Anthony à Hunon, coucou si tu nous écoutes, qui en met beaucoup. Et effectivement, ça tient très très bien, aucun problème, c'est joli. Par contre, attention,
Un seul bémol, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Il y a des objectifs qui sont blancs. Ces objectifs sont blancs en partie aussi pour mieux résister aux températures. Et par exemple, je me souviens, il a mis un stickers comme ça sur un 402.8 tout blanc, et lui, il a mis un stickers noir. En pleine canicule, en plein soleil, l'objectif, c'est déformé. Et là, vous faites sauter votre SAV, l'autofocus marche moins bien. Donc attention à pas non plus dénaturer complètement le design tel que le produit était fait à la base. Donc rendre un objectif blanc-noir, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, ouais, ça c'est pas une très bonne idée ça. Effectivement. Et dans ce cas-là, pour le coup, moi en tout cas pour les gros téléobjectifs, je conseillerais d'utiliser pour le coup les Lenscope, qui sont la marque référente aujourd'hui sur les téléobjectifs, qui ne sont pas en fait un petit papier en fait, parce que ça c'est ultra fin, c'est du papier autocollant, j'ai l'impression. Le Lenscope, c'est un néoprène, il y a une couche relativement épaisse qui va déjà protéger l'objectif bien mieux que ça, et qui pour le coup va retenir un petit peu la chaleur dans le néoprène et va pas la laisser passer sur l'objectif. Donc pour des téléobjectifs, je conseille vraiment les Lenscope. Ma question c'était pourquoi les nouveaux boîtiers prennent pas le pas sur les applications notamment. Pourquoi il n'y a pas de boîtier directement avec Instagram inclus ou même Lightroom inclus pour les professionnels qui serait directement accessible depuis le boîtier avec peut-être une interface Android ou quelque chose comme ça. Merci Vega pour la question. Alors je pense que l'origine du problème, c'est évidemment le système d'exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les constructeurs ont leur propre système. Canon fait son OS, Sony fait son OS, etc. Donc on l'a vu avec les voitures, hein. C'était le cas aussi avant des voitures. Et c'est un enfer parce que ces constructeurs-là, individuellement, sont pas assez importants pour avoir un écosystème d'applications. Et donc, la seule solution, c'est de passer par soit un Google, soit un Apple, qui, on l'a vu avec CarPlay et Google Auto, ont proposé des choses qui permettaient ensuite d'avoir des applications. Le problème de la photo, c'est que c'est une petite niche, c'est quand même un domaine qui est tout petit, et aujourd'hui, Google ou Apple ne va pas se lancer dans la création d'un système d'exploitation qui serait compatible sur les appareils photo. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Donc, ils sont un peu coincés dans des écosystèmes qui sont probablement très fermés, très secrets. Clairement pas, ils n'ont pas du tout envie de donner des spécifications ou des choses qui permettraient aux uns et aux autres de venir modifier ou avoir la moindre main mise là-dedans. Donc, pour moi, c'est un vœu pieux. C'est quasiment impossible. Ça va rester ces espèces d'écosystèmes fermés sur lesquels vous n'allez pas pouvoir mettre des applications comme ça. Et après, il y a probablement un problème de connectivité, même si avec le Wi-Fi, on a toujours un peu de connexion. Je pense que le principal problème, c'est juste que c'est des logiciels fermés. Et j'aurais même tendance à dire, ils sont pas très bons en software, tous les Japonais. C'est pas leur truc, ça. Ils sont meilleurs en optique et tout ça que dans le software pur. On voit Sony qui galère comme c'est pas possible à faire 3 mises à jour. Pour moi, on en est loin de pouvoir mettre des trucs comme ça. Il y avait eu, il y a 10, 15, une bonne dizaine d'années en tout cas, mais c'est logique du coup, Samsung qui avait sorti ce qu'ils avaient appelé la Galaxy Camera. C'était un petit appareil photo compact avec un énorme écran et un zoom 10 ou 20 fois, je crois, et qui du coup avait le système d'exploitation Android, mais parce que c'était Samsung. Moi, j'avais une question concernant la surchauffe des boîtiers hybrides. C'est vrai qu'on a beaucoup vu les problèmes de surchauffe, que ce soit avec le R5, que ce soit avec les Fuji, etc. Je voulais savoir où est-ce que ça en est en ce moment. Est-ce que c'est vraiment un sujet pour les constructeurs et est-ce que les prochaines générations de boîtiers pourront supporter des températures un peu plus extrêmes? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ouais, merci Joris pour la question. Alors moi, j'ai pas l'impression qu'on a tant de problèmes que ça avec les hautes températures. Là, j'ai regardé justement pour te répondre, la plupart des boîtiers sont prévus entre 40 et 45 degrés. Ce qui est quand même des températures qui sont très très chaudes. Je veux dire, là, 45 degrés, on est quasiment dans le désert, quoi, où on est en pleine canicule. Donc la question, c'est dans quelle situation on a réellement besoin de températures plus élevées que ça. J'ai pas d'exemple, en tout cas, qui me vient en tête, mais j'ai pas l'impression que ce soit un vrai sujet, non. Moi, voilà, j'ai une question. Alors, ça fait des années, je dirais maintenant que je regarde tes vidéos et celles d'autres créateurs, et j'ai vraiment du mal à choisir
un format, une marque, un appareil. À un moment, je me disais le Sony A7 IV. Après, je me disais voilà, ça représente quand même un budget vu que je suis vraiment amateur et que j'ai pas envie d'en faire mon métier. Après, je me suis dit pourquoi pas un Fuji X100V ou X106 où il n'y a pas besoin de changer d'objectif. Voilà, quels sont toi tes conseils à part voilà aller essayer en magasin? J'ai fait plusieurs locations déjà dans des magasins sur voilà différents appareils. J'ai pu prendre en main aussi les boîtiers à la Fnac et voilà, je suis toujours autant indécis. Voilà. Salut Florent, bah merci pour ta question. Ouais, je comprends, c'est toujours délicat de réussir à franchir le pas et de trouver vraiment voilà l'appareil qui correspond à 100% à ses besoins. Je pense que ta logique d'aller les prendre en main, c'est une très très bonne logique. Il faut aller en magasin, il faut prendre en main le produit, il faut regarder comment le boîtier vous tombe dans la main. Voilà, le poids, les optiques, les configurations, ça effectivement c'est hyper important. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Douglas, si ce n'est que voilà, aujourd'hui il faut réaliser qu'il n'y a plus de mauvais produits sur le marché, que à partir du moment où vous allez en choisir un, ça sera forcément le bon parce que vous pouvez pas vous tromper dans votre choix et vous pouvez pas faire de mauvais choix. Donc, si vous savez pas exactement ce que vous voulez, moi, personnellement, je vous déconseille de partir dans tout ce qui est focal fixe, appareil sur lequel vous pouvez pas changer l'objectif et compagnie, parce que ça reste un besoin très particulier qui correspondra peut-être pas forcément 100% à ce que vous avez besoin. Et après, sur le marché, aujourd'hui, il y a quand même un choix à considérer en numéro 1 qui est toujours Sony parce que ils ont la gamme d'objectifs que les autres n'ont pas forcément. Et ils ont Tamron, ils ont Sigma, ils ont quand même beaucoup d'avantages avec le parc d'occasion. Ils sont là depuis plus longtemps, donc ils ont plus de générations que les autres. Donc c'est forcément un choix à considérer. Et en plus, en termes de rapport qualité-prix, ils sont toujours extrêmement bien positionnés quand vous mettez couple, boîtier plus objectif. Si vous n'avez pas de choix auquel vous vous dirigez naturellement, c'est forcément un choix à considérer. Après, voilà, Canon et Nikon ont aussi du Z6, ont aussi du R6 qui sont des excellents boîtiers, mais c'est toujours un peu plus cher, il faut avoir un peu plus de budget, il faut avoir, je pense, vous aimez les photos Nikon, vous aimez les photos Canon quand vous les voyez, plus que par exemple une photo Sony, parce qu'il y a aussi une histoire de colorimétrie dans tout ça, et c'est ça aussi qui doit vous orienter, mais là pour l'instant on n'a pas le budget, on n'a pas qu'est-ce que le type de photo vous voulez faire, on n'a pas quel encombrement vous acceptez, on ne sait pas si vous avez un besoin d'autofocus particulier ou non, si vous avez besoin de prendre des photos en basse luminosité. Je pense que c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser probablement en magasin pour arriver à dire, bon ben voilà, c'est ce boîtier-là qu'il vous faut. Allez, on conclut avec 2 screenshots de commentaires que j'ai vu passer qui me semblaient intéressants. C'est pas vraiment des questions, mais l'un se dit, le taux de yen, le taux de change du yen japonais, là, il est très favorable par rapport à l'euro, et pourtant on a des prix qui avaient subi une inflation dingue il y a quelques mois et qui n'ont pas du tout descendu en fait. Ils sont restés à des niveaux hauts stratosphériques. Là, j'ai pas mal de gens qui me disent je suis au Japon ou je suis en Corée et compagnie. Et là-bas, par exemple, un produit qui est à 2000 € chez nous, on le trouve à 1500 là-bas. Et c'est vrai que aujourd'hui, les constructeurs, ils laissent ces prix hauts. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si ça va changer, mais clairement, je trouve que le commentaire, il est 100% pertinent. Et le deuxième, c'était, il y a un groupe Facebook qui est les vidéastes francophones, Fujifilm X. Ils ont fait un petit live pour partager leur avis sur la mise à jour qu'a fait Fujifilm. Et ça rejoint ce que je vous disais il y a 15 jours. Il y a quand même des gros problèmes avec l'autofocus suite à la mise à jour. Eux, ils parlent de faux positifs. Ça suit mal le regard. C'est très perturbé au moindre obstacle. Le tracking n'est pas incroyable. On a presque l'impression que c'est un pas en arrière, cette mise à jour, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Vraiment, on sent une espèce de déception. Donc voilà, ça rappelle pas de commentaires, mais je voulais juste vous partager un peu ce qui avait été dit, puisque j'ai pas fait de vidéo sur ces mises à jour-là, parce que j'avais pas eu le temps. Ça, c'est une image du Lumix Global Summit qui avait eu lieu à Tokyo. D'ailleurs, on me voit là, avec mon petit t-shirt blanc. Il y a Panasonic qui nous a réinvités au Japon. Cette fois-ci, on va à Osaka. De nouveau, l'événement s'appelle le Global Summit, mais cette fois-ci, ce sera Global Summit Osaka. Alors, on n'a aucune idée de pourquoi on va là-bas, est-ce qu'il va y avoir un nouveau produit ou pas, est-ce qu'ils ont quelque chose probablement à nous communiquer, mais on ne sait pas de quelle nature. Donc voilà, au moment où vous écoutez ce podcast, je suis au Japon. Et on verra bien ce qui découle de tout ça. Mais Panasonic, encore une fois,
poursuit cette stratégie-là de faire des choses différentes. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, voilà qui conclut ce nouvel épisode de podcast. Je vous rappelle le lien en description pour nous laisser des messages sur le répondeur et participer au podcast avec nous. Merci Douglas. Merci Damien. Bon voyage au Japon. Profite bien. Ouais, on se dit dans 15 jours probablement. Yes. Salut. Salut.